Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui M. Pascal Affi N'Guessan, ancien Premier ministre, actuel député et président du Front populaire ivoirien. M. N'Guessan, merci d'être toujours à notre compagnie. Que reste-t-il aujourd'hui de votre parti, le Front populaire ivoirien? Il a toujours son électorat qui n'a pas bougé, mais il a besoin de reconstruire son appareil politique. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, depuis 2013 en particulier. Depuis quelques années, vous êtes à la tête de ce parti. Quel bilan faites-vous de vos actions? Oh, vous savez, je peux dire que j'ai apporté beaucoup. Le bilan ne peut pas être parfait, compte tenu du fait que nous avons connu une grave crise à partir de 2002. 2003, qui a beaucoup affecté le parti, mais ce qui est important, c'est que le parti soit toujours présent, qu'il ait cette résilience, qu'il ait conservé son électorat, qui n'a pas bougé, que nos adversaires n'ont pas réussi à séduire. Et donc, si nous reconstruisons l'appareil, notre présence sur le terrain, nous avons de réelles chances de revenir au pouvoir en 2020. Mais il y a des éléments qui ne trompent pas et qui permettent d'opérer un bilan quand même de manière un peu plus objective. Ah ouais. Au moment où vous preniez les rênes du parti, FPI avait une centaine de députés. Aujourd'hui, vous n'êtes que 3 au Parlement. Oui, parce qu'il y a eu la crise de 2010-2011. Il y a eu le traumatisme qui fait qu'aux élections de 2016, nous avons un taux de participation qui n'a pas dépassé 20%. C'est-à-dire que tous nos militants, traumatisés, tous nos électeurs, traumatisés par ce qui s'est passé en 2010, refusent de participer aux jeux politiques, refusent de participer à la vie politique nationale. Quand ils refusent, ça peut être vous, les leaders, qui le mettent en cause aussi. Au-delà des leaders, il y a leur vie quotidienne. Oui. N'oubliez pas qu'il y a eu 3000 morts officiellement lors de la crise. De part et d'autre, hein? Oui, au total, sur l'ensemble du territoire. Oui, oui. Donc si les populations sont aujourd'hui fâchées, s'il y a une désaffection, c'est peut-être à cause de la manière dont les choses se sont passées et aussi à cause de la manière dont leurs leaders se sont comportés, non? Mais d'abord, au-delà de la manière dont leurs leaders ont été contestés, il faut une enquête pour savoir quelle est la part de responsabilité qui incombe aux leaders dans l'attitude des militants et des électeurs. Mais ce qui est fondamental, c'est que ceux qui ont participé aux élections de 2010, après ont vu leur village envahi, incendié, et des populations décimées, qui ont dû fuir, se réfugier en brousse pendant des mois. Donc ça, c'est une réalité qui amène les gens à se dire, si nous devons participer à des élections qui se traduisent par la mort, mieux vaut rester chez soi, mieux vaut ne pas s'impliquer. Donc ça, c'est un élément objectif qui est un élément qu'on rencontre dans toutes les situations de crise. La démobilisation, sa source est principalement liée au traumatisme, aux peurs. Surtout que ceux qui ont commis ces actes sont ceux qui se présentent encore contre qui on leur demande d'aller voter. Justement, la remobilisation, ça passe par le choix des leaders que vous êtes, par exemple. Et ce choix aussi, parfois, laisse à désirer, en tout cas selon certains observateurs, qui estiment que vous faites des choix qu'on ne comprend pas toujours. Je vous donne quelques exemples. On dit, vous avez accepté d'aller à l'élection présidentielle en 2015. C'est ça. Contre toute attente. Justement, non, pas élection à laquelle vous avez recueilli 9% de voix. Oui, oui, mais un parti politique doit participer. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés, oui. Ce n'est pas parce que votre électorat hésite qu'il faut reculer. Au contraire, il faut l'inviter puisque la participation est incontournable. Oui, d'une manière ou d'une autre, il faudra un jour ou l'autre y aller. Vous n'allez pas à l'élection à n'importe quel prix. Si les conditions ne sont pas réunies, est-ce que les conditions étaient réunies quand vous y allez? Mais c'est la participation qui crée les conditions. Ce n'est pas en restant chez soi qu'on crée les conditions. En 90, nous avons participé aux élections alors que les conditions ne sont pas réunies, mais nous avons pris date avec le peuple de Côte d'Ivoire. Et moi, aujourd'hui, si j'ai été élu député, c'est parce que déjà j'ai été candidat au présidentiel. Et si aujourd'hui, je suis reçu dans un certain nombre d'instances au niveau international et reconnu comme tel, c'est parce que je suis impliqué dans la vie politique. Mais le boycott, est-ce que ce n'est pas un moyen de communication, c'est un moyen de pression? C'est un moyen de pression, mais il faut savoir à quel moment on boycotte et à quel moment on s'engage. Le boycott permanent, le boycott systématique n'est pas une stratégie politique. Nous avons boycotté en 2011, nous avons boycotté en 2012, nous n'allons pas boycotter en 2015. Ça devient un boycott systématique et la conséquence risque d'être dramatique pour le parti. J'ai parlé de choix, je vais parler aussi de cohérence. J'ai dit que vous avez été aux élections présidentielles en 2015, vous êtes allé aux élections législatives au cours desquelles votre parti n'a obtenu que 3 députés, c'était en 2016. C'est ça. En 2018, vous avez décidé de boycotter les sénatoriales. Oui.
Pourquoi avoir accepté les autres et boycotter la sénatoriale? Mais parce que les sénatoriales, nous n'avons aucun intérêt à y participer. Nous ne sommes pas dans les conseils municipaux. La commission électorale qui doit organiser les élections a été déclarée illégitime, illégale. Ce sont des arguments supplémentaires pour ne pas aller à ces élections sénatoriales, puisque ça n'a porté. Ensuite, le Sénat lui-même n'existe pas formellement. Participer, c'est cautionner trop de violations à la fois de la Constitution et même des décisions de justice. Donc nous avons des bonnes raisons. D'autant qu'aujourd'hui, nous nous battons pour qu'il y ait une commission électorale indépendante qui soit véritablement conforme aux standards internationaux. Donc pour cela, il faut utiliser le boycott comme un moyen de pression. En 2014, le FPI est divisé en deux tendances. Vous êtes le président du parti reconnu par la justice et par le pouvoir en place. Mais pour l'opinion publique, c'est la tendance Abdourahmane Sangaré qui a la légitimité et le gros des militants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, pas du tout, parce qu'aucun élément ne permet de le dire. Aucun élément ne permet... Il faudrait pour cela qu'on aille tous ensemble, chacun sous sa bannière à des élections. Vous souhaitez? Non, moi je souhaite plutôt l'unité. Parce que ça ne sert à rien de rester dans des calculs, je suis plus populaire que l'autre. Ça ne mène nulle part parce que de toute façon, ce n'est pas la population résiduelle qui va permettre au FPI de revenir au pouvoir. C'est l'unité du parti. C'est ça qui est fondamental. Mais il y a des choses quand même qui se sont passées au sein du parti et auxquelles j'aurais bien voulu que vous prononciez. Par exemple, au congrès qui a eu lieu au village de Laurent Gbagbo. Il n'y a pas eu de congrès dans le village de Laurent Gbagbo. Puisque le congrès est convoqué par le président du parti. Oui. Or, je n'ai jamais convoqué de congrès dans le village de Gbagbo et personne n'a eu connaissance d'un congrès dans le village de Gbagbo. Voilà. Parce que pour cela, il aurait fallu que je sois là, que je fasse mon bilan. Que même si je veux être candidat... Parce que ceux qui ont convoqué ce congrès ne se retrouvaient plus à travers vous. Oui, mais donc, comment alors on peut juger de la légalité de ce congrès? Ils ont prononcé votre radiation, justement. Oui, mais justement, ce sont des manœuvres politiciennes. Et c'est cela le drame de nos camarades qui sont dans la fronde, qui veulent violer en permanence les textes, qui veulent imposer leur volonté au mépris de la légalité. Oui, mais ce qu'on vous reproche aussi, c'est qu'à travers vos choix, on a l'impression que vous faites le jeu de quelqu'un. Mais allons-y au congrès. Le fait de ne pas être d'accord avec ma stratégie ne veut pas dire que je fais le jeu de... C'est vrai qu'il y a une divergence de stratégie. Oui, mais justement, les choix qui ont été faits, par exemple, quand je parle d'élections à laquelle les militants auraient voulu que le parti ne soit pas représenté, quand vous y allez, mais ça fait le jeu du parti au pouvoir, par exemple. Parce que si le parti au pouvoir organise une élection et tout le monde boycotte, surtout les partis les plus représentatifs en termes de contradiction. Ça va changer quoi? Mais ça, en termes de légitimité, justement, ça change quelque chose. Oui, mais la légitimité, c'est quelque chose, non? Et vous serez dehors. Je dis souvent aux gens qu'en politique, c'est pas tous les boycotts ne sont pas. C'est pas comme à la maison, où quand on est fâché, on dit on ne participe pas. Si vous ne participez pas, l'autre est là, il s'installe. La politique de la chaise vide, elle est toujours suicidaire pour ceux qui la pratiquent. Il y a effectivement des moments où il faut boycotter. Nous-mêmes, nous avons été amenés à boycotter les élections présidentielles en 1995. Mais alors que rien n'a changé et que nous avions même des militants en prison, nous avons participé aux élections législatives qui ont eu lieu immédiatement après. Ça veut dire que c'est une arme dangereuse, une arme risquée. On l'utilise quand on ne peut pas faire autrement, mais si on peut faire autrement, il faut renoncer à cela. Parce qu'elle conduit, elle vous affaiblit toujours, elle vous fait reculer toujours. Monsieur Figuessan, il y a un homme dont le nom restera toujours collé à votre parti politique, monsieur Laurent Gbagbo. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec... Ce sont les mêmes rapports que j'ai toujours entretenus. Les mêmes rapports, c'est-à-dire quoi? Mais nous sommes dans le combat politique. Malheureusement, il se retrouve à la CPI à l'heure actuelle et j'ai la lourde responsabilité de conduire le parti. Je voudrais rappeler que je suis président du parti depuis 2001. Ça veut dire que ça fait 17 ans que je suis à la tête de ce parti. Même quand le président Gbagbo était là, j'étais à la tête du parti. Donc mon travail aujourd'hui, c'est de voir comment reconstruire ce parti pour en faire un instrument pour la libération. Apparemment, il refuse de vous recevoir. On ne peut pas dire qu'il refuse. Il ne m'a pas encore reçu. On ne peut pas dire qu'il refuse. Oui, mais depuis qu'il est à la Cour pénale internationale, il y a monsieur Tout-le-Monde qui va lui rendre visite. Que vous ne l'ayez pas visité une seule fois, justement, c'est surtout vous qui devrez être reçu en premier chef, non? Non, parce que entre lui et nous, ce sont les rapports qui sont d'ordre politique et donc d'ordre stratégique. Et d'amitié aussi. Et d'amitié aussi. Bien entendu. Oui, mais dans la fonction que j'exerce, c'est surtout la dimension politique qu'il faut privilégier. Est-ce que vous avez manifesté le désir d'aller le rencontrer? J'ai manifesté. Quelle a été sa réponse? Je considère qu'il n'a rien dit. Jusqu'à présent, j'en connais, hein? Il a un agenda. J'en connais qui ont manifesté le désir, qui ont été reçus le lendemain. On n'a pas les mêmes problèmes. Pourquoi vous voulez que M. Gbagbo se comporte vis-à-vis de moi de la même façon qu'il se comporte vis-à-vis de M. Bani, de M. Kakabe?
Mais vous gérez quand même son bébé, qui est le FPI, justement. Vous pouvez lui poser raison de plus. Vous pouvez lui poser la question. Oui, mais les visiteurs lui posent la question, justement. Ce qu'il dit de vous auprès de ces visiteurs-là, ce n'est pas toujours positif. Hein. Ah, je ne sais pas ce qu'il a dit. Personnellement, je n'ai pas connaissance. Mais j'ai comme l'impression que vous ne comprenez pas le message qu'il vous fait passer en ne vous recevant pas, par exemple. Il n'y a pas de message. Mais il y a bien un message. Le message, c'est lequel? De vous soupçonner aussi de faire le jeu du pouvoir. C'est vous qui le dites. Non, mais je relais ce qu'il a laissé entendre dans les oreilles de certaines personnes. Laurent Gbagbo a la possibilité de dire à haute voix ce qu'il pense. De là où il est, le dire à haute voix aujourd'hui, ça m'étonnerait. Monsieur Blé Goudé adresse des messages aux Ivoiriens tous les jours. Oui. Donc si monsieur Gbagbo ne dit rien, ce n'est pas la peine de lui prêter des intentions. Mais est-ce que vous pensez réussir votre combat sans l'aide de quelqu'un comme Laurent Gbagbo? J'ai d'abord l'obligation, le devoir de me battre. Et c'est ce que je fais. Le reste, c'est le destin. Vous souhaitez la libération de Laurent Gbagbo? Mais évidemment, tous les partisans... Ou bien vous le dites vertement, mais vous ne le pensez pas dans le cœur. Non, je dis... Quel intérêt j'ai à ce qu'il soit là? Et vous fera de l'ombre peut-être. Mais je n'ai pas besoin. Et il était avec moi, j'étais avec lui. Oui. Il était là. La donne a changé Il n'y a pas de peut-être. question d'ombre. Moi, j'ai une mission à exécuter, c'est ce que je fais. Si demain, M. Laurent Gbagbo est libéré, on reprend la lutte là où on l'a laissé. Il n'y a pas de... Je n'ai aucun problème par rapport à cela. Pascal Afingessa, merci beaucoup d'avoir été de notre pour cette émission. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.